Bonjour, aujourd'hui on part à la découverte d'un véritable joyau de la biodiversité, un lieu incroyable où la vie explose juste aux portes du désert. C'est l'histoire du parc national des oiseaux du Djoudj au Sénégal, un sanctuaire qui a l'air spectaculaire mais qui cache un secret assez surprenant. Regardez-moi cette image. Des centaines de pélicans blancs qui glissent sur l'eau. C'est souvent la première chose qu'on voit du Djoudj. Un écosystème qui a l'air parfait, qui grouille de vie. Une vraie carte postale de l'abondance. Et puis, il y a ce chiffre, 3 millions. C'est le nombre estimé d'oiseaux migrateurs qui font une halte ici chaque année. C'est un peu comme un gigantesque aéroport international, mais pour des voyageurs ailés qui traversent des continents entiers. Alors, rentrons un peu dans le détail. Le Djoudj, ce n'est pas juste un parc agréable à regarder, c'est carrément la 3e plus grande réserve ornithologique de la planète. Autant dire qu'on joue dans la cour des grands là. C'est un endroit essentiel pour la survie de nombreuses espèces à l'échelle mondiale. Et ce qui se passe ici, c'est l'un des plus beaux spectacles de la nature, la migration. Ces oiseaux ne vivent pas ici à l'année, non, ce sont des voyageurs au long cours. Pour eux, le Djoudj, c'est leur résidence d'hiver, une destination absolument vitale dans leur cycle de vie. Et sa position géographique, eh bien c'est la clé de tout. Pour tous ces oiseaux qui arrivent d'Europe après avoir traversé l'immensité aride du Sahara, c'est la toute première oasis qu'ils trouvent. Ce n'est pas juste une petite pause, c'est une question de vie ou de mort. La diversité ici est juste stupéfiante. On parle de plus de 350 espèces. Il y a les stars, bien sûr, comme les flamants roses ou les pélicans, mais le parc a une responsabilité encore plus grande. C'est le principal refuge d'hiver au monde pour le phragmite aquatique, un tout petit oiseau qui est menacé à l'échelle mondiale. Franchement, on pourrait croire à un miracle de la nature, un jardin d'Éden intact. Mais la réalité est bien plus complexe. Cette oasis si luxuriante, elle cache un secret. Est-ce que tout ça est vraiment le fruit du hasard? La réponse risque de nous surprendre. Et on arrive maintenant à la genèse du parc. Ce paradis n'est pas apparu spontanément. Il a été façonné, conçu par l'homme. En fait, c'était pour réparer une autre intervention humaine massive. Tout commence dans les années 60 et 70. Pour développer l'agriculture, pour produire de l'électricité, on construit de grands barrages. Une bonne chose pour le développement, mais ce progrès a eu un coût écologique énorme. Ça a asséché les zones humides naturelles qui, avant ça, faisaient vivre des millions d'oiseaux. Et c'est là que le Djoudj entre en jeu. En fait, le parc n'est pas un vestige d'un ancien monde. C'est une solution moderne. Il a été créé de toutes pièces pour recréer une zone humide et compenser les pertes. C'était une façon d'admettre que le développement avait un prix et qu'il était temps de commencer à le payer. Mais attention, créer un parc sur le papier, ça ne suffit pas. L'histoire du Djoudj, c'est aussi l'histoire d'un profond changement dans sa relation avec les gens qui vivent juste à côté. Au début, la logique était assez simple, voire simpliste. Pour protéger la nature, il faut mettre les humains dehors. Le parc a donc été géré comme une sorte de forteresse, avec des gardes, des clôtures et des interdictions très strictes pour toutes les communautés locales. Et ce modèle, il a eu des conséquences sociales absolument désastreuses. Des gens qui vivaient sur ces terres depuis des générations ont été expulsés, privés de leurs moyens de subsistance. Forcément, ça crée beaucoup de rancœur et des conflits permanents. On s'est vite rendu compte que protéger la nature contre les gens, c'était une bataille perdue d'avance. Le changement de philosophie a donc été radical. À partir de 1994, on a fait un virage à 180 degrés. On est passé d'un modèle de conflit à une approche de collaboration. L'idée a fini par faire son chemin, les communautés locales ne sont pas le problème, elles sont une partie essentielle de la solution. Bien sûr, tout ça, ça ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu des décennies pour y arriver. Le parc a dû reconnaître l'échec de sa première approche et se réinventer complètement pour enfin intégrer les populations locales dans sa mission. Mais voilà. Alors que les défis sociaux commençaient à trouver des réponses, de nouvelles menaces, beaucoup plus discrètes, sont apparues. Le combat pour la survie du Djoudj est très loin d'être terminé. Les ennemis d'aujourd'hui sont plus silencieux. Et l'ironie, c'est qu'ils viennent du fait même que le parc est artificiel. Son équilibre est fragile. Il est menacé par la sédimentation qui comble petit à petit les lacs, par des plantes envahissantes qui étouffent tout, sans parler d'un manque criant de moyens pour surveiller ce territoire immense. Cette citation, elle fait froid dans le dos. C'était pas une menace abstraite pour dans 200 ans, on parle de 50 ans. En moins de 2 générations, l'un des cœurs battants du parc pourrait tout simplement disparaître, et avec lui, une grande partie de la valeur écologique du Djoudj. Le temps presse. Vraiment. Et ce n'est pas qu'une simple inquiétude. L'évaluation officielle de l'Union internationale pour la conservation de la nature le confirme. Le verdict en 2020, préoccupation élevée. C'est un signal d'alarme on ne peut plus clair. Malgré son statut, malgré sa beauté, le futur du parc est loin d'être garanti. Finalement, l'histoire du Djoudj, c'est une histoire d'adaptation permanente. Il a été créé pour corriger un déséquilibre causé par l'homme.
Il a dû ensuite changer sa relation avec l'homme pour survivre. Et aujourd'hui, face à des menaces écologiques silencieuses, il doit encore une fois trouver en lui la force de se réinventer. La question reste donc entière.